Euh, je vais donc commencer le webinaire parce qu'il est 19h31 minutes et je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré. Donc, comme vous venez de le voir, je viens de paramétrer. Pendant que nous sommes en train de faire cette présentation, tout est enregistré et à la fin, les uns et les autres vont recevoir. Dites-moi oui, Monsieur Rémi, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de faire le paramètre. Est-ce que vous me recevez? D'accord, ok, on peut arrêter donc les micros. Je vais commencer la présentation. Je m'assure seulement. S'il y a un souci, vous écrivez au niveau du message. Je lis les messages en faisant les différentes présentations. Donc, s'il y a un souci, vous me signalez en commentaire, vous écrivez par message et je vais devoir répondre. Ok, qui suis-je? Moi, je me nomme Choumi Fabrice, ingénieur agronome Camerounais de nationalité et puis vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ici, ce webinaire, c'est une continuité de ce qu'on a eu à faire la dernière fois. Mais avant de venir sur la dernière fois, il y a certains sûrement qui ont écouté le webinaire la semaine passée. Et lorsqu'ils ont écouté ce webinaire, on a eu un incident dont j'aimerais partager ici. Et ça serait mieux qu'on se parle et puis qu'on puisse déjà s'assurer qu'on est en train de faire ce dont on est en train de faire, ce n'est pas de la blague et ça va se faire dans le respect. Et je vais revenir sur l'incident parce que si il arrive que je fais face à ces différentes incidences, la semaine passée, j'ai eu à laisser passer, mais si cela se recommence encore, ça, je ne le laisserai pas passer, je m'explique. Les différents webinaires que je suis en train de faire, que je fais de manière gratuite, ça me vient de personne ne m'oblige à pouvoir le faire et je ne reçois rien de qui que ce soit. Je prends de mon temps pour pouvoir le faire et personne ne m'a rien demandé. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, pour ceux qui me sachent, qui me connaissent, je suis originaire d'un pays, le Cameroun, que la plupart connaissent. Mais au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu, c'est vrai, la chance de parcourir 14 pays de l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour pouvoir partager ce dont je connais. Mais je vais le dire, je n'ai rien contre les autres pays, hein. Mais j'ai trois pays qui m'ont marqué et qui ont défini, même après avoir fini mes études au niveau du Cameroun, ce que je fais ici là. Et je vais le dire, que si je prends le temps pour pouvoir, c'est pas prévu dans le truc, mais je le prends pour pouvoir éviter les incidents de la semaine passée. Le premier pays c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où j'y réside, c'est un pays, comme on dit, les Ivoiriens, c'est un pays hospitalier, oui. J'y réside parce que j'ai reçu au niveau de la Côte d'Ivoire de l'hospitalité et quel est le mode de vie. Donc, j'essaye un peu de pouvoir aussi prendre ce qui est bien sur cela et qui me définit. Bien après même que j'ai fini mes différentes études au niveau du Cameroun et fait ce que j'ai à faire. Le deuxième pays qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le Burkina. Les Burkinabés se définissent comme des personnes intègres et j'ai appris ça auprès d'eux. Donc, c'est pas toujours mauvais d'apprendre le bon exemple qui a permis à ce que je puisse véritablement, j'essaye aussi de faire comme eux, essaye d'être intègre dans ce que je fais. Je peux avoir des petits, il n'y a pas de souci. Et le troisième pays que j'ai beaucoup appris et que j'apprends des valeurs de, c'est le Sénégal, la Teranga. Je parle de ces trois pays, je n'ai rien contre les autres. Mais je dis que c'est parce que cela incarne une valeur forte. Et mon pays d'origine, le Cameroun, chez nous, bon, j'ai appris à pouvoir à travailler sans se plaindre. Bon, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses, mais au moins c'est ça. Si c'est que je le dis, c'est parce que la semaine passée, lorsque je faisais un webinaire, et je vais le dire, il y a un membre, je vais préférer taire le nom par respect, qui a eu à manquer du respect en me disant que lorsqu'on pose la question, je réponds à la question et je ne dois pas aller de gauche à droite. Je le dis, j'ai gardé beaucoup mon sang-froid la dernière fois. J'ai évité à ce que, bon, tout notre côté autre là, parce que j'ai trouvé ça que c'était un très grand manque de respect. Et si ce genre de choses arrive aujourd'hui, je ne vais pas tolérer. J'ai besoin qu'on puisse travailler dans le respect. Dans ce webinaire, il y a des personnes qui me suivent, qui ont l'âge de mes papas. Donc, ça veut dire que à partir de lorsque je fais, j'ai intérêt à pouvoir les respecter. Dans ce webinaire qui est ici, il y a ceux qui ont l'âge et qui dépassent même mes parents, mais qui viennent apprendre. Et par exemple, pour moi, j'ai le droit de pouvoir respecter et ce respect doit être mutuel. Donc, comme je le dis, si j'ai pris un temps pour pouvoir expliquer ça, c'est parce que la semaine passée, je n'ai pas eu à
digérer cela. Et si je le fais, personne ne m'oblige à pouvoir le faire. Personne m'a demandé quoi que ce soit. Mais je le fais parce que bon, j'ai une autre vision, j'ai d'autres impacts que je vais vouloir le faire. Je vais vouloir le faire. Je vais vouloir amener. Mais si je vais amener ces différents changements-là, ça doit être fait dans le respect. Ça doit être fait dans l'écoute. Et puis, dans ce que je fais là, je peux décider à quelle heure que je commence et finis. Comme la plupart peuvent décider quand ils peuvent entrer, quand ils peuvent sortir. Donc, tout est là. Donc, je préfère que on puisse avoir ce respect. Parce que si sur ce webinaire, j'ai un manque de respect, à part d'une personne, peut-être je ne pourrais pas, la semaine passée, j'ai passé cela, mais ça m'a montré, ça m'a véritablement pas du tout plu. Je n'accuse pas les uns et les autres. J'ai simplement en train de dire que je ne veux pas que ça puisse encore arriver. Parce que comme je l'ai dit, il y a trois pays que je respecte beaucoup les valeurs et j'essaie d'intégrer ça parce que je pense que c'est quelque chose dont je me retrouve, même comme je n'y arrive pas à 100%, mais je le fais. Partager ce qu'il y a, j'ai appris ça chez les Sénégalais, j'ai appris ça chez les Ivoiriens, j'ai appris ça chez les Burkinabés. Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas, mais c'est ceux qui m'ont beaucoup parlé et qui ont défini ce que je fais aujourd'hui, ou bien qui ont apporté un plus à partir de ce que je suis en train de faire. Donc, je vous prie de rester. Donc, restons courtois. On a beaucoup de choses à pouvoir faire et autres là. Si quelque chose ne vous arrange pas, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas exprimer votre frustration. Respectez quand même les autres. Parce que lorsqu'il a fait ce manque aussi de respect pour les autres, les uns et les autres. Donc, je tenais à faire ce point. Parce que ce soit aujourd'hui que je fais les webinaires, personne ne m'a rien demandé. Et à chaque fois, ce que je suis en train de faire, je n'attends rien de qui que ce soit. Mais je fais seulement, je partage parce que j'ai aussi appris chez les autres à pouvoir partager. Bien que je ne suis pas en train de jeter d'où moi je viens, mais c'est que ça me permet de pouvoir grandir. Je pense que ce que je fais, je ne fais rien d'extraordinaire que les autres n'ont pas encore fait. Donc, c'était juste ce point que je voulais faire. Et ces différents aspects. Quand on a des questions, réponses et autres là, respectons-nous, respectons le temps de parole des autres. Parce que je l'ai dit vis-à-vis le manque de respect envers moi. Mais si quelqu'un manque aussi de respect envers d'autres personnes qui sont dans ce canal-là, je ne vais pas tolérer cela. Donc, ainsi dit, je pense que j'ai pris 5 ou 6 minutes pour expliquer ce malaise. La semaine passée, j'ai juste passé parce qu'on avait commencé et à la fin, il est venu jeter ce truc. Et j'ai pas envie de citer la personne parce que je reconnais, mais par respect, juste pour nous tous qui sont là. Mais aujourd'hui et jusqu'aux prochaines fois, je ne tolérerai plus ce manque de respect. Ok, d'accord. J'espère que c'est noté et la plupart ont donc compris. On va donc commencer ici avec la présentation de, de notre webinaire aujourd'hui. Comme je tiens à le rappeler, ce webinaire, c'est la deuxième partie parce que la semaine passée, on a fait le premier webinaire qui portait sur la technique d'évaluation et celle-ci, c'est une deuxième partie. Donc, aujourd'hui, il serait question pour nous de pouvoir connaître notre sol à partir des plantes indicatrices. Donc, les différents plants, quelles sont les mauvaises herbes qui peuvent être des indicateurs pour connaître le pH du sol. Et comme je l'ai dit, ici, là, c'est un webinaire gratuit, mais face donc à cela, comme je l'ai dit, je suis ingénieur agronome et je vulgarise l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que ce vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, je serai à Lomé du vendredi 13 au dimanche 15 février pour une formation en présentiel. Donc, elle sera en présentiel. Et ceux qui sont ici là au niveau du Togo, donc on sera ensemble à Lomé pour une formation 100% pratique à Lomé le week-end qui arrive. Et puis après cela, une semaine après, je serai donc du 20 au 22, je serai à Koya en Guinée pour une formation en présentiel. Et puis après, du 27 février au 1er mars, je serai à Kindia pour une formation aussi en présentiel de ce côté au niveau de la Guinée. Ça, c'est ce qui est donc les différentes formations que j'aurai à faire là-bas. Et après ça, j'aurai une grande tournée d'agriculture biologique en RDC de 3 mois. Initialement, c'était prévu au mois de mars, avril, mai. Mais on a repoussé ça de avril, mai, juin. Donc, on va commencer la tournée au mois d'avril, après au mois de mai. Et au juin, on va faire 12 localités, le Haut-Katanga, Kasaï, Équateur, Congo central, Kinshasa, et puis, oui, c'est un certain nombre de régions, mais ça serait 12 au départ on va finir durant ces différents trucs-là et pouvoir faire cela. Ça, ce sont les programmes à venir. Maintenant, revenons sur notre programme
de formation qui est aujourd'hui de savoir pourquoi connaître le pH du sol avant de cultiver. Pourquoi il est important de connaître son pH du sol avant de cultiver? Parce que le pH du sol est la base pour toute réussite agricole, comme vous le voyez. Et avant même de parler de semences, d'engrais ou de rendement, il faut d'abord comprendre dans quel sol est-ce qu'on travaille. Ça, c'est l'une des raisons qui est importante. Et le pH permet alors de déterminer quoi? La disponibilité des éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium. Ça permet aussi de pouvoir déterminer l'activité microbiologique du sol, comme vous pouvez le voir là en image. euh, Là. Ça permet aussi de pouvoir donner la capacité des racines à absorber ce dont les plantes ont besoin, comme vous pouvez aussi voir aussi en image là. Et un sol peut être riche, mais si le pH est mal adapté, les engrais ne seront pas assimilés, c'est-à-dire consommés par les plantes, par les racines des plantes. Les plantes vont jaunir ou bien vont stagner, et puis les maladies peuvent apparaître plus facilement. Ça, c'est l'une des choses que vous devez savoir. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître donc le pH du sol? C'est pour pouvoir connaître la disponibilité des éléments nutritifs, c'est pour pouvoir connaître l'activité microbiologique, c'est pour pouvoir connaître donc la capacité des racines à absorber donc les plantes, ce dont les plantes ont besoin pour se développer. Maintenant, une fois, l'autre chose, c'est que le pH est une échelle de mesure simple qui part de 0 à 14. Donc, ça varie de 0 à 14. Et maintenant, lorsqu'on a un pH qui est acide entre 0 et 6, on parle donc d'un pH qui est acide. Donc, et les pH qui sont souvent acides sont souvent les sols qui sont lessivés, qui sont riches en fer et en aluminium. Parce qu'il y a certains éléments nutritifs comme le fer et l'aluminium qui contribuent à l'acidité du sol et qui sont fréquents en zone tropicale et humide. On va un peu voir ça par la suite. Et aussi, ça peut aussi bloquer la consommation du phosphore et du calcium au niveau du sol. Donc, ça peut bloquer cela, mais c'est riche en fer et en aluminium. Maintenant, on a aussi les pH neutres qui se situent entre 6,5 et 7. Lorsqu'on est à 6,5 ou à 7, on a dans ce qu'on appelle un pH neutre. Et dans ce pH neutre, les zones idéales, c'est une zone idéale pour la majorité des cultures. Si les nutriments sont bien disponibles lorsque le pH est neutre entre 6,5 et 7, et ça a une forte activité biologique aussi. Donc, c'est là que vous pouvez voir sur l'image là. Vous voyez, quand on a un pH neutre entre 6,5 et 7, en réalité, les éléments c'est équilibré et c'est bien pour cela. Maintenant, on a aussi un pH basique ou alcalin, parce qu'on peut parler d'un pH, si on parle des sols alcalins, ça veut dire que c'est basique entre 7,5 et 14. Donc, basique ou alcalin, c'est souvent lié à des sols qui sont riches en calcaire ou en cendres. Et puis, généralement, dans les zones de montagne, comme au sud-ouest du Cameroun, ça sont les zones où les sols sont beaucoup plus basiques et c'est riche en cendres. Ou bien au niveau même de l'ouest de la Côte d'Ivoire, euh, où on a donc les différents monts. Ça sont les sols qui sont riches en basique et beaucoup plus riches en cendres. Et lorsqu'on a donc un pH basique, ça bloque donc, on a un blocage au niveau du quoi? Du fer, du zinc et du manganèse. Par contre, quand on avait par exemple un sol riche, un sol acide, on avait plus qui est plutôt riche en fer et en aluminium. Alors que lorsqu'on a un pH qui est donc basique, c'est beaucoup plus les fers et le zinc et le manganèse ne sont pas facilement assimilés par la plante. Donc, ce qui fait ce que, et les feuilles peuvent parfois jaunir malgré la fertilité lorsque le sol est beaucoup plus basique. Par la suite, on va voir donc comment est-ce qu'on peut pouvoir faire pour cela. Maintenant, euh, pourquoi est-ce que les pH sont des bons indicateurs naturels? Pourquoi est-ce que le pH sont des bons indicateurs naturels? Donc, pourquoi les plantes, pardon, sont les bons indicateurs naturels du pH? Pourquoi? Parce que la nature, normalement, nous parle et certaines plantes ne poussent pas dans des sols, que dans des sols précis. Et ce sont de véritables signaux biologiques. Par exemple, dans les sols acides, vous allez voir, on a beaucoup plus la fougère qui se développe là-bas. Dans les sols acides, on va parfois les bissap, l'oseille qui se développent très bien. Dans les sols acides, les cultures comme ananas poussent aussi très bien. Et dans les sols acides, on a parfois la patate douce sauvage qui se développe. Maintenant, vous allez voir que la fougère pousse naturellement au niveau des sols acides. Maintenant, quand on a les sols neutres, au niveau donc des sols neutres,
On a le maïs qui est neutre à légèrement acide. On a le maïs, la tomate, le gombo, les haricots qui poussent très bien. Et pour les sols basiques, on a certaines herbes dures, on va voir ça par la suite, qui poussent très bien. Et les plantes calcicoles, on va voir ça aussi par la suite, qui poussent bien, riches en calcaire. Et les plantes à forte présence de cendres ou de calcaire. Donc, par la suite de la présentation, je vous montrerai. Et maintenant, observer les plantes spontanées permet de voir, c'est une première lecture rapide du sol. Ça permet une analyse sans matériel coûteux et ce sont des décisions plus intelligentes qu'on peut faire avant de décider de cultiver quoi que ce soit. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la semaine passée, j'ai eu à donner les différentes méthodes de test. On a eu le test de vinaigre la semaine passée, le test de bicarbonate la semaine passée. Et cette fois-ci, on va faire donc le test des plantes indicatrices, la présence des plantes qui indiquent donc le pH des sols. Maintenant, ces indicateurs sont très utiles. Mais le problème, c'est qu'ils ont leurs limites. La limite, c'est quoi? Ils ne donnent pas une valeur exacte. C'est-à-dire, lorsqu'on fait ça, il faudrait savoir que la limite ne ça ne donne pas, ça ne dit pas si c'est 6,5 ou c'est 7,5, mais et ils peuvent être influencés aussi par et aussi savoir que le pH du sol, lorsqu'on va pouvoir faire ça, ça peut être un peu influencé par l'humidité, les saisons ou les pratiques qui sont passées là-bas, telles que les bruits, les engrais chimiques. C'est pour ça que par la suite, il y a certains éléments que je vais vous donner lorsque vous pouvez faire donc les observations. Avec ces différentes méthodes-là, ça nous permet d'avoir une idée d'un certain nombre de choses, mais pas la valeur. On ne va pas vous dire 7,5 cents, mais on peut savoir dans quel intervalle on se trouve. C'est pour cela que je vous ai dit la semaine passée que pour pouvoir réussir ça, il faut toujours croiser l'observation des plantes. Donc, croiser l'observation. Et s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui m'écoutent, ne vous dérangez pas, hein. La présentation, ça serait comme la semaine passée, on va vous envoyer ça parce que j'ai besoin que vous soyez concentrés. Vous soyez concentrés à m'écouter. Et lorsque vous allez m'écouter, si c'est bon, s'il y a autre chose, vous allez garder les questions-réponses et me poser donc cela. Et maintenant, la semaine passée, on a fait donc toujours croiser les observations avec les plantes. On a eu à faire le test au vinaigre, on a eu à faire le test au bicarbonate. Et maintenant, on va observer donc les différentes racines du sol et répéter aussi ces observations à plusieurs endroits du champ. Donc, utilisez par exemple ces trois méthodes comme un outil de décision, pas comme un verdict absolu. Parce qu'en bio, on cherche la cohérence, pas la perfection. Alors, dites-moi, est-ce que jusqu'ici là, écrivez-moi en commentaire, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le rythme est bon au niveau des différentes explications? Parce que je ne suis pas encore entré en profondeur, mais c'est juste pour me rassurer si c'est que c'est bon. Monsieur Gado me dit 100%. Oui, j'espère que Monsieur Gado n'est pas le seul. On a plus de 40 personnes qui sont là. Ok, d'accord. Monsieur Exaucé, Kaya, oui, c'est bon. D'accord. Monsieur Roger, c'est bon. D'accord, parfait. Ok, c'est bon. Donc, je vais continuer donc les différentes explications. Maintenant, quand on vient, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une plante indicatrice? Donc, une plante indicatrice, c'est tout simplement une plante, souvent une mauvaise herbe, qui pousse naturellement et de manière durable dans un sol ayant des caractéristiques bien précises. Bon, comme on dit, c'est une plante qui pousse naturellement donc dans un endroit et de manière durable dans un sol qui a les caractéristiques possibles, donc précises. Donc, si vous voyez par exemple en image là, on écrit là que cette plante pousse ici là car le sol lui convient. C'est une mauvaise herbe parce que le type de sol, le pH, permet à ce que ça lui convienne pour pouvoir se développer. Et par la suite, on va donc voir. Et ces caractéristiques peuvent être quoi? L'acidité ou l'alcalinité du sol, c'est-à-dire un sol donc soit c'est acide, soit c'est alcalin ou basique. Soit les plantes indicatrices peuvent aussi, parce qu'on a dit ici là, pour indiquer le pH du sol, ça peut aussi indiquer l'excès ou le manque d'eau. Certaines plantes indicatrices peuvent indiquer l'excès ou le manque d'eau. Certaines plantes indicatrices peuvent aussi indiquer la pauvreté ou la richesse du sol. Et certaines plantes indicatrices peuvent indiquer le niveau de dégradation du sol. Mais dans notre cas de cas précis, on va prendre les plantes indicatrices pour pouvoir indiquer l'acidité ou alcalinité du sol ou basicité, parce qu'on dit alcanique ou basique, c'est la même chose. Donc, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une plante ne pousse pas par hasard, surtout de mauvaises herbes. Si elle domine un sol, c'est que le sol lui convient. Et maintenant, ainsi, en observant quelques plantes qui poussent spontanément, on peut deviner l'état du sol, notamment son pH sans appareil. Et c'est ce que je vais vous montrer donc
ici là pour que vous puissiez donc voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, avant donc d'arriver sur les plantes indicatrices, il y a autre chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il faudra faire la différence entre les plantes cultivées et les mauvaises herbes indicatrices. Parce que si on met une plante qu'on a cultivée comme le maïs n'indique rien. Le maïs n'est pas un indicateur de pH. Les plantes cultivées sont semées volontairement par l'homme, bien sûr, peuvent pousser même dans des sols mal adaptés grâce aux engrais, à l'arrosage et au traitement. Et on verra ça par la suite. Pourquoi? Parce que il y aura certains sols qu'on pourra faire des différentes corrections qui vont permettre d'améliorer donc le pH du sol et permettre à ce que les plantes puissent pousser. Maintenant, bon, ces plantes qu'on a semées ne reflètent toujours pas l'état réel du sol, mais son apparence peut être trompeuse. Donc, on peut venir et dire qu'on observe le maïs, le sorgho, le mil et dire qu'à partir de ça, c'est une plante indicatrice. Non. Par contre, les mauvaises herbes indicatrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles poussent naturellement sans aide. Elles résistent aux conditions locales. Et puis maintenant, elles révèlent fidèlement la nature du sol. On va voir par la suite. Et revient même après saclage ou brûlis. Donc, si vous voyez ce qu'ici, là, c'est les mauvaises herbes qui révèlent véritablement l'état réel du sol, pas les plantes cultivées. Et ce que vous devez savoir, pour diagnostiquer un sol, on observe ce que la nature impose, pas ce que l'homme force, c'est-à-dire ce que l'homme plante. C'est donc les mauvaises herbes dominantes qui sont les meilleures indicatrices. Et c'est ça qu'on va voir durant donc, ces différentes, durant ce webinaire. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que où est-ce qu'on peut observer dans ces différentes plantes indicatrices? Il y a plusieurs zones, mais ici, là, pour ne pas faire trop long, j'ai pris donc reparti donc en différentes zones. On a donc les zones humides, parce que les plantes indicatives existent dans toutes les zones agroécologiques d'Afrique subsaharienne. Il faut savoir seulement où regarder. Les zones humides, comme les bas-fonds, les bordures de rivières, les marécages, les zones inondables, ce que les zones révèlent souvent. Donc, par exemple, dans les zones humides, on a la première caractéristique, par exemple, ces différentes zones humides. Ces zones humides, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont donc, ils peuvent refléter donc les plantes indicatrices. Et elles révèlent souvent les sols parfois acides, les sols hydromorphes qui sont asphyxiés par l'eau, ou bien des sols qui ont dans un lessivage des nutriments, surtout ces plantes indicatrices-là. Et même une plante qui domine dans une zone acide donne un signal fort sur le pH et l'état d'érosion du sol. On va le voir par la suite. Maintenant, la deuxième zone sont les zones de savane. Exemple, les savanes herbeuses, les savanes arborées ou les zones agricoles sèches. Ce sont souvent ces zones-là qui reflètent souvent les sols pauvres, les sols légèrement acides à neutres, les faibles matières organiques. Et on observe parfois certaines herbes dominantes des savanes ou souvent excellentes indicateurs dans les sols dégradés ou déséquilibrés. Et ici, là, lorsque je ferai les plantes indicatrices, je vais vous classer en zones. Zone humide, zone de savane, zone de forêt, zone sahélienne, parce que pour la plupart d'entre nous ici, là, on a les zones humides équatoriales sont un type de climat et qu'on va observer les types de plantes. On aura donc les zones humides, tout simplement, les zones de forêt, on aura les zones de savane et les zones sahéliennes. Or, ce sont des climats différents et les plantes indicatrices différentes. Il y a certaines qui sont similaires, mais d'autres qui diffèrent. Donc, ce qui fait qu'on va voir, par exemple, les zones de savane, les zones forestières, qui sont les zones de transition. Comment est-ce qu'on pourra donc identifier donc les différentes plantes indicatrices? Parce que ce qu'on va voir dans les plantes indicatrices qu'on va voir dans les zones humides seront différentes de celles qu'on va voir dans les zones de savane, qui seront différentes de celles qu'on va voir dans les zones forestières. Et je vais prendre le temps de pouvoir expliquer ces différents trucs. Maintenant, l'autre chose, c'est que euh, lorsqu'on fait, dites-moi, est-ce que vous me recevez le son, c'est bon? L'écran, c'est bon? Oui, d'accord, pardon. Ah, oui, ok, d'accord, pardon. Écrivez en commentaire, d'accord, c'est bon, c'est juste pour. Ok, monsieur Foromo, content de vous, content de savoir que vous êtes aussi là. D'accord. Ok. Euh, donc, la règle d'observation fiable qu'on va donc avoir. Pour qu'un diagnostic soit juste, il faut respecter quatre règles essentielles. C'est très important. Bon, pour pouvoir diagnostiquer et observer donc les plantes indicatrices, il y a quatre règles essentielles. Un, observer si une plante est très présente. Est-ce que vous voyez un peu? Si est-ce que ces plantes-là, ces plantes indicatives couvrent un grand espace. Si ces plantes reviennent après saclage,
Parce que plus cette plante est dense, plus son message est fiable. Donc, est-ce que plus la plante est dense, plus son message est fiable? Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est la densité. Donc, observez si la plante est densifiée. Et les trois éléments, c'est très présent. Ça couvre une grande surface et ça revient après sa classe. Ça, c'est la première règle lorsqu'on va observer donc les plantes indicatrices. La deuxième règle, c'est la dominance. Est-ce que les plantes indicatrices fiables est souvent majoritaire par rapport aux autres, visible, plus vigoureuse et bien adaptée au sol? Parce qu'une plante isolée ne suffit pas pour pouvoir conclure. On peut pouvoir voir son niveau de dominance sur ces zones-là. Est-ce qu'elle domine véritablement? 3. La répétition. Maintenant, au niveau de la répétition, est-ce que la même plante, on observe la même plante sur plusieurs parcelles, dans plusieurs coins du champ et sur plusieurs saisons? Ça confirme donc, ce sont les éléments qui peuvent permettre de pouvoir confirmer donc les différentes observations. 4. L'observation sans perturbation, ça veut dire que quoi? Idéalement, avant le labour, est-ce qu'on observe? Avant apport d'engrais, est-ce qu'on observe? Sur des hachères ou des champs peu travaillés, moins le sol est modifié, plus le signal est fort. Donc, moins il y a de perturbations, plus le signal est fort. Pourquoi? Parce qu'il y a certains engrais, quand on apporte ça, surtout les engrais chimiques qui modifient clairement et influencent sur le pH du sol. Maintenant, les caractéristiques générales des sols acides. Donc, un sol acide est un sol dont le pH est inférieur à 6,5 et souvent inférieur à 6 en zone tropicale. Mais les caractéristiques visibles sur le terrain, c'est que les sols souvent rouges, jaunâtres ou brun clair caractérisent généralement les sols acides. La forte présence des mauvaises herbes spécifiques, je vais vous montrer ces mauvaises herbes tout à l'heure là, caractérise aussi les sols acides. Donc, les sols rouges, jaunâtres ou brun clair caractérisent souvent donc les sols acides. Un lessivage important, donc les pluies abondantes. Donc maintenant, et les sols qui sont pauvres en calcium, magnésium et phosphore caractérisent beaucoup plus les sols acides et ils ont une activité biologique qui est réduite en profondeur. Donc, généralement, en Afrique subsaharienne, les sols acides sont très fréquents, surtout en zone humide, en zone forestière et dans des champs anciens surexploités, qu'on obtient donc ces différentes plantes acides beaucoup plus. On peut observer les champs acides partout, mais beaucoup plus dominés dans ces différentes zones et c'est avec ces différentes caractéristiques. Donc, ce qui fait à ce que, au niveau donc de l'effet des sols acides sur les cultures, c'est qu'un sol trop acide provoque plusieurs problèmes majeurs. Un effet négatif, c'est quoi? C'est une mauvaise absorption des nutriments, comme je l'ai dit en haut, un blocage du phosphore, une toxicité de l'aluminium et du fer et des racines courtes et très peu développées. On a aussi parfois des croissances très lentes et puis un faible rendement. L'autre symptôme visible sur les cultures, c'est que les feuilles jaunissent ou rougissent et puis les plantes sont souvent chétives. On a aussi parfois les mauvaises floraisons et une sensibilité accrue aux maladies. Donc, même avec des engrais, un sol acide mal corrigé donne toujours des mauvais résultats, ce que vous devez déjà savoir. Maintenant, on va venir sur la partie parce qu'il y a plusieurs caractéristiques, mais je vais prendre donc les caractéristiques ici là pour pouvoir présenter donc quels sont les types de mauvaises herbes. Parce que par la suite, je vais vous montrer les images. Autrement, on va citer quelques-uns en fonction des différentes localités. Je vais donner les noms et les noms communs et par la suite, vous allez voir les images de quelques-uns. Et d'autres, vous allez avoir les noms et les noms communs. Par exemple, le premier, on a par exemple le Cyperus rotundus, qui est le nom commun est généralement appelé le souchet. Le souchet, on l'appelle souchet généralement en Côte d'Ivoire, au Burkina, ou bien l'herbe à tubercule au Cameroun, le tigernut sauvage au Niger, ou bien le pété au niveau donc du Burkina, ou bien au niveau Dongo au niveau de la RDC. Généralement, c'est dans les milieux, dans les sols humides, compacts et acides. On a un deuxième, vous verrez les images par la suite. Monsieur Béranger, votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Béranger, arrêtez votre micro pour éviter les interférences. On a donc les lésines indica, qui est le pied de poule, qui sont donc, qu'on retrouve donc au niveau donc du Cameroun, on appelle ça l'herbe plate, ou le chinga.
au niveau du Burkina, ou bien le Kassai Grass au niveau donc de la RDC. Ce sont des sols tassés, humides ou acides. Je vais vous montrer les images par la suite. On a le Pennisetum purpureum ou herbe à éléphant, qu'on observe aussi qui permet de pouvoir définir dans les zones humides les sols acides. Donc, les sols riches mais acides, on les appelle donc éléphant grass au niveau donc du Nigeria, le Jongolo au niveau donc du Congo, ou le Barawawa au niveau donc le Napier au niveau de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Donc, et puis on a le Comolena odorata ou bien l'herbe à Laos. On l'appelle Sékou Touré au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien Indépendance. Au Cameroun, on l'appelle Bokassa, même aussi en RCA. Le Swamit au niveau du Nigeria. Le A Wololo Leaf au niveau du Niger ou le Boka Boka au niveau donc de la RDC. Et enfin, on a donc le Digitaria horizontalis. Donc, ici, vous allez donc voir les différentes plantes parce que j'ai mis ce tableau pour pouvoir vous expliquer donc ces différentes plantes. Par exemple, le Cyperus rotundus, comme vous voyez là, qu'on appelle souché. Cette plante que vous voyez là en image, qui, lorsque vous allez voir cela dans vos champs, ça indique donc les sols acides. Ce premier titre, le Cyperus rotundus, qu'on va pouvoir observer beaucoup plus en zone. Le deuxième, c'est le Elesin indica. Ça indique le pied de poule ou bien le ghost grass ou bien l'herbe plate ou le chichinga au niveau donc du Burkina Faso ou le Kassai grass au niveau de la RDC. Donc, c'est une plante qui indique aussi l'acidité donc des sols en zone humide. On a ici là le Pennisetum purpureum. Et puis, généralement, dans certaines régions, on confond ça aussi un peu avec il y a une plante là que qu'on cultive beaucoup plus, on valorise même beaucoup plus ça au niveau de, bon, le nom m'échappe, mais on rencontre ces différents gars, le napier au niveau de la Côte d'Ivoire, l'herbe à éléphant au niveau du Cameroun, ou bien Sissongo, qu'on appelle ça aussi au niveau du Cameroun, et l'éléphant grasse au niveau du Niger, le Djongolo au niveau donc de la RDC, comme je l'ai dit, ou donc le Barawawa au niveau donc de ces différents pays-là. Or, ça, quand vous voyez ces plantes comme ça indique donc que les sols sont acides. Ça indique l'acidité donc de ces différents sols-là. Après, ici, là, j'ai parlé donc de Cromolena odorata qu'on appelle le Sékou Touré en Côte d'Ivoire ou Indépendance. Bokassa au niveau du Cameroun, RCA ou au Congo. Le Patorium ou bien Awololo au niveau donc, de ces différents pays-là. Si vous voyez donc le Cromolena dans votre champ, sachez que ce champ-là, ça indique donc des sols acides dans plusieurs régions au niveau. Dernièrement, j'étais à couper en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça beaucoup, bon, dans plusieurs endroits. Ça montre déjà que les sols sont des sols donc acides. Et puis, on a aussi donc le Digitaria horizontalis. Donc, cette plante ici que vous voyez aussi en image, ça indique donc aussi l'acidité au niveau du sol. Dites-moi, est-ce qu'on me suit jusqu'ici là? Écrivez juste le oui, c'est pour me rassurer qu'on reçoit le message. Écrivez juste oui si c'est le cas, si vous me recevez. D'accord. Ok, merci, Monsieur Gado. Très prompt à répondre. Judith Quadio, d'accord. Ok. Monsieur Foromo, si vous ne voyez pas l'image, essayez de ressortir. S'il arrive que vous ne voyez pas l'image, essayez de déconnecter et vous reconnecter. Parce que parfois, vous pouvez perdre l'image, sûrement parce que la connexion de votre côté là dérange. Donc, s'il arrive que vous perdez l'image, vous sortez du webinaire et vous revenez. Parce qu'il y a souvent les problèmes, il y a souvent ce problème-là. Moi, au niveau d'ici, là, la connexion est bonne chez moi. C'est pour cela qu'on peut en réussir donc à pouvoir voir. On va donc continuer. Madame Priska, Priska, s'il vous plaît, votre micro. Votre micro, merci. Ok, on va maintenant continuer. Dans les zones forestières ou zones de savane, on aura donc par la suite aussi le Comolona odorata encore, le Sida acuta, l'Imperata cylindrica ou le Sterella et autres. Tous ces différents plans-là, j'ai eu à prendre. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de plantes qui indiquent beaucoup de choses. Et comme je voulais montrer plusieurs, j'ai eu à mettre le nom scientifique, le nom commun, si on peut se retrouver, et puis généralement les noms qui sont généralement utilisés, si on peut se retrouver au niveau du truc. Mais s'il n'y a pas, vous pouvez prendre le nom scientifique, vous copiez, vous allez sur Google, vous demandez l'image, ça va vous faire, ça va vous produire cela. Parce que ici, là, j'ai montré quelques plantes, mais pas tout, parce qu'il y avait beaucoup en fonction des différentes zones. Par exemple, ici, il y a le Sida acuta, qui est l'herbe fil de fer, le Wyanite,
le Moutete au niveau de la Côte d'Ivoire, du Congo, ou du Kakalibara au niveau donc du Mali, qui est cette plante-là, qui indique donc l'acidité du sol. Par exemple, on a l'Imperata cylindrica ici là, que vous voyez ici en image, qui est aussi une plante qui indique donc les sols acides. Maintenant, on a aussi encore d'autres plantes que j'ai montrées ici, là, que j'ai encore augmentées ici, pour que vous puissiez voir au niveau donc des zones de savane, parce que j'ai déjà fait les zones de savane, les zones humides et les zones sahéliennes, pour que vous puissiez voir. Et j'ai mis sur ce tableau-ci les différents noms scientifiques, noms communs que vous pouvez augmenter pour pouvoir faire la recherche. Mais j'ai mis tous les différentes plantes qui vont vous aider à pouvoir donc vous retrouver. Et ça, ce sont donc les différentes plantes qui indiquent donc l'acidité au niveau des plantes de zone de savane. Voici les Imperenta cylindrica, le Sida acuta, pareil, qu'on peut observer au niveau donc de ces différents sols et même les milieux et les explications. Maintenant, on a donc le tableau indicatif des sols basiques. Et dans ce tableau qui montre donc les sols basiques, par exemple, on a le jujubier, ici là, ou bien pommier sauvage qui indique cela. On a le dattier du désert qui indique aussi. On a le acacia nilotica qui indique aussi des sols acides. Et comme je l'ai fait ici là, si vous voyez généralement, vous allez voir par exemple des sols qui ont ces différentes caractéristiques et qui ont une forme de blanc bizarre, comme vous pouvez le voir là comme ça. Ce qui fait que ces sols-là sont des sols qui sont calcaires peu lessivés, qui indiquent donc des sols basiques. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, oh, les sols basiques bloquent quoi? Bloquent ont de fer bloqué. Donc, ce qui fait que ça bloque donc à ce que le fer puisse se libérer. Et dans les zones sahéliennes, on va observer encore plusieurs d'autres types de trucs, de plantes comme le tamaris, les lianes sahéliennes et les salvadoropessica ou bien les atripulex, qui sont donc les différents types de plantes. Et les noms qui sont utilisés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, j'ai eu à diffuser cela. Et par exemple, on va voir par exemple le Calotropis procerera, qui est le pommier de Sodome. Si vous voyez ça aussi dans les différentes qui poussent naturellement, ça indique donc les sols qui sont les sols basiques. Après aussi, on a aussi certains arbres qui sont adaptés au sol alcalin. Donc quand on dit alcalin ou basique, c'est la même chose. Et puis, on peut avoir donc le jujubier sauvage, le caprier sauvage, le prosopis, qui sont donc les plantes sauvages ou les soudes sauvages, le acacia rouge, qui indique aussi donc ces différents trucs, ces différentes plantes qu'on peut utiliser. Voilà donc ces différents acacias ou bien voici des plantes qui poussent et qui tolèrent ces différents plantes basiques. Ça indique donc la basicité de certains sols ou bien la salinité de certains sols. Et on peut obtenir aussi d'autres noms scientifiques comme le Avicennia germinia ou bien le Sedia maritima ou bien le Paspalum vaginatum, qui sont tous des plantes que vous observez toujours dans vos différentes zones. Ici, là, voici donc des images de ces différentes plantes qui ont donc tendance à pouvoir euh, qui tolèrent donc les cultures acides, les plantes basiques ou alcalines. Et j'ai mis aussi au niveau des zones sahéliennes, quels sont les différents types de plantes qu'on observe là-bas dans les sols arides. Donc vous pouvez voir ici là. Donc quand vous voyez ici là le calotropus, bien qui indique donc les sols acides, ainsi que les différentes images. Et dans le document détaillé, j'ai mis donc les images que vous pouvez voir qui expliquent la dominance donc des sols basiques et ces plantes indicatrices-là, parce que j'ai fait toute une liste qui vont pouvoir permettre à vous à identifier cela. Maintenant, on a aussi des plantes qui indiquent donc des sols neutres, parce qu'on a parlé d'un sol neutre qui est dans un pH de 6,5 à 7. On a plusieurs qu'on va voir, parmi lesquels, par exemple, la Geratum conizoides, dont on va aussi voir tout à l'heure ce que c'est, et puis plein d'autres. Et puis ici, là, par exemple, si vous allez voir de ce côté, on a donc ici le triangulaire. Le Tanilium triangulaire que vous voyez là, qu'on appelle donc le pourprier en Côte d'Ivoire, le Watalif au Cameroun, au Niger, le Boma au niveau donc du Burkina, les épinards d'eau, ou bien qu'on appelle aussi épinards d'eau, au niveau donc du Watalif au niveau du Nigeria et du Cameroun, ou bien épinards d'eau au niveau donc de la Côte d'Ivoire aussi et d'autres pays. Donc, vous voyez ici
Quand vous voyez par exemple ce water-leaf ou épinard, ça indique donc les sols neutres. De l'autre côté, on a l'herbe à chèvre qui est le ageratum ici là, comme vous pouvez le voir là en image. Ça indique donc que l'herbe à chèvre indique donc aussi les sols qui sont neutres, le pH entre 6,5 et 7. Et ces différents pH là, donc ici là, on a Ageratum ou herbe blanche ou bien goat 8 au niveau du Nigeria ou Awolowo au niveau du Niger ou bien le Bemba au niveau donc du Congo. Si vous voyez donc ces plantes-ci indicatrices beaucoup, ça indique donc les sols beaucoup plus neutres. Et puis à côté de ça, on aura donc le Bidens pilosa, le Ophobia ita en fonction dans les différentes zones. Ici là par exemple, vous allez voir là on a le Bidens pilosa, qui est le blackjack en Côte d'Ivoire, ou bien herbe collante au niveau du Cameroun, ou le Spanish nut au niveau donc du Nigeria, le pete au niveau donc du Burkina, ou le mombongo au niveau donc du Congo. Vous voyez que si vous voyez beaucoup plus ces plantes Bidens pilosa, ça indique beaucoup plus les sols neutres. Après ça, on a donc le Euphorbia ita qui est ici là, qu'on voit aussi beaucoup plus. Donc, c'est une plante qui indique aussi donc la neutralité des sols. Et en bas de ce côté, si vous voyez là, on a donc la marante sauvage aussi ici là, qui sont des plantes qui indiquent donc les pH neutres au niveau donc des différents sols. Et on a encore beaucoup d'autres plantes que vous allez voir ici, là, qu'on a eu à diffuser sur l'amaranthus, le viridis. Il y a beaucoup d'autres là que j'ai mis, encore beaucoup de noms que vous pouvez regarder. Et vous allez donc voir qui donne donc, indique donc que les sols sont beaucoup plus un pH neutre. Et j'ai mis au moins par type de truc, j'ai mis 20 plantes. Et comme je ne veux pas que le webinaire soit extrêmement long, c'est pour cela que bon, j'ai mis cette table, j'ai montré ceux qui sont beaucoup plus communément reconnus comme ceux que vous pouvez voir en image ici là, qui permet de pouvoir reconnaître donc les sols basiques dans les zones sahéliennes ici là, qui les sols neutres pardon. Et avec ces différentes plantes là, on peut pouvoir donc avoir ce qu'il y a. Est-ce que c'est bon jusqu'ici là? Est-ce que vous m'écoutez jusqu'ici? D'accord, d'accord, ok. Maintenant, je vais prendre, là ce sont les différentes plantes indicatrices et, que j'ai donné et j'ai donné beaucoup d'éléments, beaucoup de, parce que en fonction des trucs, j'ai pris une vingtaine de plantes qui peut pouvoir permettre et chacun dans ces différentes zones peut pouvoir identifier au moins plusieurs d'entre eux et se retrouver. Alors, ici, dans cette partie, j'ai tenu, parce que la semaine passée, il fallait aussi répondre à un certain nombre de, des questions par rapport au pH du sol et qui venaient par rapport aux cultures adaptées. Donc, lorsqu'on parle par exemple d'un pH de sol acide, ça veut dire que le pH est inférieur à 6,5 parce que entre 6,5 et 7, on considère un pH neutre. 6,5, 6,6, 6,7, 6,8 sont les pH neutres. Et maintenant, ici là, quand un pH est en dessous de 6,5, maintenant les cultures maraîchères adaptées à ces sols donc, j'ai pris les cultures maraîchères qui sont adaptées. On a les cultures de piment, tomates, gombo, aubergines, concombre. Et j'ai mis le pH, le bon pH, c'est entre 5,5 et 6,5. Tomate 5,5, 6,5. Aubergine 5,5, 6,8. Et puis le pH acceptable entre 5 et 7 pour le piment et pour le concombre entre 5,5 et 7,2. Et le pH minimum, mais qui commence à faire des risques quand c'est inférieur à 5, ça commence à être un danger et si le pH est en dessous de 5, c'est un problème. Maintenant, au niveau donc des cultures vivrières adaptées au niveau des sols acides, les cultures vivrières, on a le manioc, le riz, l'igname, la patate douce et le taro ou macabo. Donc, le pH qui est optimum, c'est 5,5 à 6,5, vous allez voir. Et puis, le pH acceptable entre 4,5 et 7,5. J'ai mis donc une limite. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas que les gens, les uns et les autres puissent donc comprendre. C'est juste que j'ai mis, par exemple, quand j'ai pris les cultures maraîchères, j'ai mis le bon pH. C'est quand ça se trouve entre 5,5 et 6,5 pour le manioc. Le pH qui accepte entre 4,5 et 7,5
le pH minimum pour que ça puisse le faire, c'est 4,5. Et j'ai mis pareil pour le riz, pareil pour l'igname, pareil pour la patate douce, pareil pour le macabo, où à chaque fois, je montrais donc le pH acceptable pour ces différentes cultures-là. Maintenant, l'autre chose, c'est les arbres fruitiers adaptés au sol acide. On a ananas, le pH optimal qui est bon, c'est 4,5 et 5,5. C'est pour ça que, par exemple, dans les cultures en haut, j'ai parlé de l'ananas qui est bien pour les sols acides. On a le bananier qui se trouve entre 4,5 et 6,5, le papayer entre 5,5 et 6,5, l'avocatier et les agrumes. Et pour chacun d'eux, j'ai donné un peu les différents pH acceptables et pH minimum. Maintenant, pour les sols neutres, ce sont les sols qui sont c'est l'idéal pour la majorité des cultures. Ça n'arrive pas qu'on se demande quand on a entre 5,5 et 7,5. Maintenant, pour les cultures maraîchères, où c'est bon, c'est choux, laitue, carottes, oignons, haricots. Pour les cultures vivrières, maïs, sorgho, mil, arachide, niébé. Mais comme je l'ai dit, sur ce tableau-ci, j'ai donné le pH optimum, le pH acceptable et le pH minimum parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un me dise que non. Fabrice avait dit que pour le chou, le pH, c'est, si c'est que c'est un peu entre 6,5 et 7, j'ai mis non. Jusqu'à 6 pour le chou, c'est bon. Mais en dessous de 6, ça commence à être un problème. Maintenant, les arbres fruitiers adaptés au sol neutre, manguier, oranger, goyavier, corosolier, pommier africain. Et j'ai donné donc les différents types de pH qui sont bons pour ces différents types. pH optimal, pH acceptable, pH minimal. Maintenant, les sols basiques ou alcalins. Donc, pour les pH, on a donc les zones sèches, c'est adapté pour les zones sèches, calcaires ou peu lessivées. Maintenant, les cultures maraîchères qui tolèrent donc les sols basiques, on a la betterave, on a le chou, on a l'oignon, l'épinard, le fenouil. Et puis les cultures vivrières qui sont tolérables au sol basique, le sorgho, le mil, l'orge, le blé, le pois de bambara. Et puis les arbres fruitiers qui sont tolérables au sol basique, le dattier, le jujubier, le tamarinier, le grenadier, le papayer. Où est-ce que vous voyez un peu qui donnent donc ces différents éléments. Maintenant, une fois que j'ai présenté ces différentes arbres, cultures maraîchères, vivrières et arbres fruitiers qui s'adaptent en fonction des différentes zones de pH, il y avait un point qui était important pour moi qu'il fallait qu'on puisse voir. Comment est-ce qu'on peut corriger naturellement le pH du sol? Bon, généralement, le problème principal vient de quoi? De l'excès d'acidité. Pourquoi? Parce que quand le sol est trop acide, il y a un blocage du phosphore. Il y a maintenant une toxicité aussi au niveau de l'aluminium et du fer. Et puis, généralement, ces sols sont souvent lessivés par la pluie et pauvres en base, c'est-à-dire en calcium et en magnésium. Maintenant, pour apporter des corrections naturelles, qu'est-ce qu'il faut? Apporter des bases naturelles solides, plus de la matière organique stable. Et pour ça, c'est quoi? J'ai donc mis ici là, les ressources locales naturelles qu'on peut pouvoir trouver pour pouvoir apporter ça. C'est par exemple le cendre de bois tamisé. Son rôle principal, c'est de remonter le pH et apporter du phosphore et du calcium qui manquent sur les sols acides. Et généralement, les doses indicatives entre 200 et 500 grammes au mètre carré. Une à deux fois par an, ça suffit. Maintenant, les coquilles d'escargot, donc apport de calcium lent, 10 à 30 grammes par mètre carré. Les poudres d'os calcinées, calcium plus phosphore lent, c'est aussi un bon indicateur pour pouvoir corriger. La dolomie naturelle, si c'est disponible, les pays comme au Burkina, j'en ai vu disponible. Au Togo, j'en ai vu disponible. Et puis certains au niveau donc du Cameroun, on le fait. Mais sauf que je vais vous expliquer que c'est ça quand on va venir. Et puis le biochar aussi, donc un tampon de pH et de calcium stable et de carbone stable, pardon, qu'on peut aussi apporter le biochar. Et vous avez remarqué que et tu l'astuce que vous devez faire, c'est que vous devez toujours mélanger à du compost. Cendre, coquille d'œuf, poudre d'escargot, de l'humide, biochar, vous devez toujours mélanger. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la fertilisation biologique est égale à matière organique plus minéraux plus micro-organismes. Donc, pris de manière isolée, non. Mais dans la matière organique, ça va permettre à ce que vous puissiez équilibrer. Et maintenant, les pratiques culturelles qui corrigent cela, c'est quoi? Par exemple, le paillage permanent. Donc, les pailles et les feuilles corrigent aussi le pH. Un compost non acide corrige aussi bien le pH du sol.
Une rotation avec les légumineuses, arachides, niébé, ça corrige aussi. Et éviter un excès d'engrais azotés, éviter d'apporter l'engrais trop riche en azote. Donc, éviter à apporter trop de cendres d'un coup, c'est aussi un problème. Corriger et semer immédiatement et attendre 2 ou 3 semaines avant donc la plantation pour les sols acides. Voilà l'une des corrections qu'on peut faire au niveau pour corriger donc les sols acides. Maintenant, comment est-ce qu'on peut corriger? Et quand on veut corriger les sols acides, parce qu'on veut que ça se rapproche de la neutralité. Ce que vous devez comprendre, que ça se rapproche de la neutralité. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut corriger donc des sols basiques ou alcalins? Donc, l'un des problèmes, c'est que les sols basiques alcalins bloquent le fer, le zinc et le phosphore. Et aussi, on voit par exemple une chlorose ferrique qui sont fréquents. Donc, et pour pouvoir faire ça, l'amendement naturel acidifiant, il faut donc apporter un amendement naturel acidifiant. Par exemple, les composts végétales frais. Donc, ça permet d'acidifier, une acidification douce. Et c'est bien pour pouvoir permettre à ce que ça puisse se rapprocher de la neutralité de la quantité. Les fumées bien décomposées, qui est un tampon plus vie du sol. Des feuilles de légumineuses, moringa, acacia, qui ont une acidité douce. Donc, faire donc un paillage épais, ça va corriger aussi cela. Le soufre agricole naturel, qui acidifie lentement. Et puis aussi les bioferments, qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir acidifier. Mais l'astuce sur le terrain, c'est quoi? C'est le paillage plus l'arrosage fermenté. Ça fait donc une correction durable. Et les pratiques culturelles correctives, c'est le paillage épais, donc limite d'évaporation, plus le sel. Les cultures tolérantes au départ et aussi l'apport fractionné, petite dose. L'erreur à éviter sur les sols basiques, c'est d'apporter la chaux ou la cendre. Et puis travailler le sol de manière excessive, ça permet aussi de pouvoir, ça joue aussi, ça impacte aussi sur, ce sont des choses qu'il faut éviter lorsque on veut faire donc corriger la basicité du sol et qu'on veut que les sols soient un peu plus tendent vers la neutralité. Maintenant, quand le sol est neutre, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est juste maintenir l'équilibre. L'objectif, par exemple, lorsque ce n'est pas de dégrader le sol qui fonctionne déjà, c'est juste les bonnes pratiques, compost mur régulier, palage permanent, rotation de culture, éviter zéro brûlure, les intrants bio, les bio-intrants doux comme le thé de compost ou bien les ferments. Donc, la règle d'or pour le pH est donc de mettre en évidence. Ce qui fait donc alors à ce que, euh, suite à cela, voilà, par exemple, ici, je viens comme ça de vous faire donc la présentation des différentes caractéristiques et je vais bientôt donc ouvrir la séance. Est-ce qu'on me reçoit jusqu'à là? Vous me recevez jusqu'ici? D'accord. D'accord, ok, d'accord, ouais. Les questions arrivent, je vais ouvrir la séance de questions-réponses. Bon, tout à l'heure, je vais ouvrir les séances de questions-réponses. Donc, ouais, vous me laissez juste quelques temps. Ok. Maintenant, ok, avant d'entamer donc les différentes questions-réponses et autres là, parce que la dernière fois, j'ai reçu aussi beaucoup des personnes qui ont eu à me contacter donc sur WhatsApp et autres là. Je vais donc le faire. Je vais donc dire ici, c'est que il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté la semaine passée, autres là. On a eu à faire donc les différents calls. Et on a eu donc ces différents calls. Le contenu de call, ça variait d'1 heure. Et durant ce call, donc, il y avait trois blocages clairs. Il était question de pouvoir faire un diagnostic rapide de leur projet, analyser la situation réelle du terrain, le problème actuel que leur sol, leur culture, leur élevage intra-organique qu'ils rencontrent, identifier les erreurs invisibles qui leur font perdre de l'argent. Et j'ai eu à faire cela avec d'autres personnes. On a eu la clarification et la priorité. Ce qu'ils doivent faire maintenant, ce qu'ils devaient faire immédiatement, ce qu'il fallait reporter et ce qu'ils devaient mettre dans l'ordre avant d'investir. C'est ce que j'ai eu ce call avec ces personnes, ces différentes personnes-là. Et les recommandations techniques ciblées, donc les solutions adaptées à leur zone, on a eu à mettre cela. Les techniques bio, en agriculture et en élevage, parce que ce n'est pas seulement juste en agriculture, avec les ressources locales, les ajustements précis qu'ils devaient faire au niveau de leur sol, en eau, la fertilisation, l'élevage, les semences et
On a eu à faire ces différents calls-là et on a eu à répondre cela. Et on a donc établi dans ces plans d'action simples les actions concrètes j'ai eu à donner dans les actions concrètes sur 7, 14, 30 jours, les orientations vers un accompagnement, c'est ce qui était nécessaire, j'ai eu à faire, et puis les réponses à les questions urgentes. Et lorsque j'ai eu donc à faire ça, donc il y a certains avec qui on a eu à faire 1 heure, d'autres en fonction du temps, 1 heure, 1 h 15, mais très bien ciblé. Et ceux qui voudront cela, pourront aussi le faire. Et le tarif pour cela est de 20 000 francs pour l'heure. Donc, et ça permet aussi à ce que, avec ça, je pourrais donc donner les différentes semences, engrais, mortalité animale. Donc, les 1 heure que j'ai eu à ces différents cas-là, ça va économiser plusieurs centaines de milliers de ce qu'ils ont eu à besoin parce que je suis fatigué à chaque fois lorsque les personnes vont venir. Est-ce que tel engrais, est-ce que tel produit, est-ce que tel machin est le meilleur engrais qu'il faut et autres là. Et je l'ai toujours dit, le meilleur engrais, c'est ce que vous produisez. La meilleure fertilisation, la meilleure apport en ferment et autres en agriculture et l'élevage, c'est ce que vous allez vous-même produire pour pouvoir le faire. Et ce call qu'on a eu à faire là, ça permettait de pouvoir les positionner pour ça. Pour ceux qui vont vouloir, mon numéro elle est là, le 07 67 22 40 12. Et comme je l'ai aussi dit, c'est pour ceux qui vont pouvoir avoir donc les calls d'1 heure de temps. Donc on va définir tout cela et pouvoir travailler pour ceux qui vont vouloir. Maintenant, à côté de ça, il y a ceux qui ont un truc beaucoup plus grand qui est donc le business plan agricole en 72 heures. Parce qu'il y a il y a des personnes qui portent des projets agricoles, il y a des éleveurs, des producteurs, des coopératives, des investisseurs dépendants ou débutants ou structurants et ceux qui veulent arrêter d'improviser. Donc, ils peuvent faire donc un business plan. L'avantage, c'est quoi? Ça va les permettre d'éviter les investissements mal orientés, les dépenses inutiles, un mauvais choix de culture ou d'élevage, les difficultés à convaincre un partenaire ou des banques et des projets basés sur l'espoir ou pas sur les chiffres. Et avec un business plan clair, ils auront donc une vision précise du projet, des décisions basées sur les chiffres réels, l'anticipation des risques, la meilleure organisation du travail, la rentabilité mieux sécurisée. Et ce business plan ne garantit pas le succès, mais à son absence, ça garantit presque l'échec. Et le business plan est élaboré, ça prend beaucoup de temps, en 72 heures. Et le coût pour pouvoir élaborer cela, c'est 50 000 francs. Mais ce que je dois notifier ici, là, c'est quoi? C'est que avant d'élaborer le business plan, il y a un questionnaire que j'envoie détaillé qui doivent répondre et c'est à partir de ça que je puisse élaborer parce que ces questionnaires qui doivent répondre, ça permet de pouvoir le faire. Et nous sommes en début de campagne agricole. J'avais déjà commencé à accompagner 20 autres personnes et on est en train de suivre. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont sollicité dans la, à ce que je puisse faire un accompagnement personnalisé. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, où je veux faire, il y a même certains qui sont dans le webinaire, je suis en train de suivre donc une vague et comme on est en train de travailler, je ne pourrais prendre qu'une deuxième vague à partir du mois d'avril. Bon, suivre une vague personnalisée. La deuxième vague pour l'accompagnement à partir du mois d'avril. Et avant ce mois d'avril, donc, c'est donc ces différents producteurs. Actuellement, je suis en train de suivre une vingtaine. Et parmi ces 20 personnes que je suis là, il y a plus d'une dizaine ici là qui sont dans ce webinaire et qui m'écoutent. Donc, je suis en train de les suivre. Et comme les uns et les autres avaient sollicité donc une, un suivi personnalisé pour eux, et donc pour cette deuxième vague. Maintenant, durant le mois d'avril 2026, nous allons lancer donc une deuxième vague d'accompagnement personnalisé pour ceux et celles qui veulent arrêter d'improviser et structurer sérieusement leur projet agricole et d'élevage. Pourquoi? Parce que suivre des conseils gratuits sans suivi, ça ne suffit pas, ça c'est vrai. Chaque projet a sa réalité, son sol, son budget, ses contraintes et les erreurs coûtent beaucoup plus cher que l'accompagnement. Donc l'accompagnement permet de corriger avant de perdre du temps. Et ceux qui ont commencé l'accompagnement au mois de janvier, je partage dans le groupe WhatsApp les différents résultats qu'ils observent, que ce soit en sol ou en hors sol, et on planifie les campagne agricole. Donc, ce que vous allez gagner ici, là, lors de cette truc, c'est la clarté totale de votre projet. On va faire un diagnostic réel de votre situation. On va mettre les priorités claires, quoi faire, quoi arrêter, quoi attendre, et une vision structurée sur plusieurs mois. Donc, le coût pour cette deuxième vague-là, le coût est donc de 150 000 francs pour cette deuxième vague. Et ceux qui vont vouloir
vont commencer donc à pouvoir s'inscrire dès maintenant pour qu'en avril, je puisse faire cette vague avant de finir avec la première vague. Et puis l'autre chose, c'est que lors d'accompagnement, il y a des gens qui ont des solutions qui doivent être adaptées. Vous avez besoin de solutions qui soient adaptées à votre zone. Je viens de faire un webinaire, vous avez vu comment est-ce que même pour les plantes indicatrices, j'ai indiqué en fonction des différentes zones. Et vous allez recevoir les conseils techniques adaptés à votre climat et sol, les techniques bio possibles avec vos ressources locales, ce que je fais. Pas de recettes copiées sur Internet. On aura donc un suivi pas à pas régulier. Ceux qui sont dans le webinaire, qui suivent l'accompagnement que je fais, sont dans des témoins qui peuvent déjà garantir comment est-ce que je fais. Échange régulier, correction en temps réel, orientation stratégique à chaque étape. Et vous n'êtes pas les seuls donc face au problème. Maintenant, l'accompagnement se permet de quoi? L'économie d'argent, réduire les erreurs coûteuses, meilleure gestion des intrants et des investissements. Ça va permettre des décisions basées sur la réalité, pas sur l'espoir. Je ne suis pas là pour vous donner les espoirs. Et les 150 000 francs d'accompagnement peuvent éviter à faire des pertes de millions. Et puis aussi, l'accompagnement est stratégique et technique adapté à votre projet agriculture, élevage ou mix. Et ce n'est pas une formation générale, c'est un accompagnement personnalisé en fonction de ce qu'il y a. Donc, ce qui fait que cette deuxième vague, vous pouvez me contacter à mon numéro plus 225 07 67 22 40 12. Et c'est là qui permettra de faire donc cet accompagnement-là. Et comme j'aime si bien le dire, la vérité, c'est qu'au niveau de l'agriculture biologique et autres, là, personne ne le fera à notre place. Et c'est à nous, chacun, de pouvoir prendre. Et ceux qui portent les différents projets, vous ne pouvez pas porter vos projets et penser que vous allez déléguer sans toutefois comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et les 20 personnes que je suis là, certains d'entre eux ont déjà commencé à pouvoir avoir des résultats, d'autres ça viendra un peu plus parce que bon, le projet n'est pas à l'immédiat et ça permettra à ceux qui puissent donc observer tout ce qu'il y a. Donc voilà les différents éléments que j'avais. Je vais donc ouvrir la séance de questions-réponses par rapport à cela. Et c'est comme je l'ai dit, on va avancer avec ceux qui veulent véritablement avancer et appliquer donc l'agriculture biologique. Et bon, pour les autres, il n'y aura pas de souci. Donc, dites-moi, ceux qui ont donc des questions-réponses, vous levez la main et je vais vous passer donc la parole pour pouvoir, pour que vous posez vos questions par rapport à la présentation afin qu'on puisse répondre. Question. Levez la main s'il vous plaît, c'est la séance des questions-réponses. C'est la séance des questions-réponses, s'il vous plaît. Posez donc vos différentes questions. Levez la main, vous posez vos questions. Monsieur Patrick qui avait une question, là, vous pouvez poser votre question. Oui, monsieur Patrick, posez votre question. Bon, merci pour la parole. Moi, je voudrais savoir, existe-t-il un outil qu'on peut utiliser pour mesurer les pH du sol? Oui, oui, il existe un outil, le pH mètre. Le pH mètre permet de pouvoir avoir, le pH mètre permet de pouvoir avoir le chiffre exact. Parce que ici, là, la semaine passée, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut pouvoir connaître donc dans quel intervalle se trouve notre pH en fonction donc des observations ou des différents tests. Mais il existe bel et bien un pH mètre. Et lorsqu'on a un pH mètre, ça nous donne le chiffre exact. Mais avec les différents indicateurs que je vous ai montrés, avec la technique de test et autres là, on peut savoir seulement si c'est acide, basique ou neutre. Donc, il existe évidemment un pH pour pouvoir connaître le pH du sol. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur José, vous avez la parole. C'est le moment de poser vos questions, hein, poser toutes les différentes questions liées à la présentation. Monsieur José, vous avez la parole. Merci, le temps accordé. Alors, je voudrais savoir quel est l'impact du pH déterminer sa culture. Quel est l'impact de maîtriser son pH? Mhm. Merci. Ok, d'accord. En fait, comme je l'ai dit en début de présentation, lorsqu'on maîtrise son pH, ça permet, déjà de savoir quels sont les différents types de cultures qu'on peut mettre en place. De deux, lorsqu'on maîtrise aussi le pH, par exemple, dans les sols acides, on a eu à voir que les sols acides, lorsqu'on connaît donc les caractéristiques d'un pH du sol, lorsque les sols sont acides, on sait déjà que si ce sol est acide, ça veut dire que ça aura du mal à pouvoir absorber le magnésium, le calcium. Or, ça serait riche en fer et en aluminium. Donc, si c'est que je vais produire mes différents engrais, il faudrait que j'apporte beaucoup plus
du calcium, du magnésium. Si j'ai un sol qui est basique, ça veut dire que ce sol est riche en potasse, faible en phosphore, faible en phosphore, faible aussi parce que les sols acides sont riches en azote, mais par contre les sols basiques sont pauvres en azote. Donc, ce qui fait, c'est que il faudrait plutôt que je puisse corriger donc les différents éléments nutritifs que je vais apporter. Et ces pH aussi permettent de pouvoir savoir, par exemple, les sols acides ont une préférence, les ananas ont une préférence pour les sols acides. Donc, vous voyez que le pH du sol influence beaucoup plus et impacte sur la mise en place des cultures qu'on doit faire. Le pH impacte beaucoup plus sur la capacité des sols à pouvoir absorber les éléments. Parce qu'il y a certaines vitamines qui peuvent absolument, les sols acides peuvent facilement absorber, tandis que les sols basiques peuvent facilement absorber. Et ça, je l'ai montré au niveau donc de la présentation. Lorsque j'avais fait les premières présentations ici, là, j'ai donné les caractéristiques, par exemple, des sols acides. Je disais que lorsqu'on a, par exemple, un sol acide, ces sols acides-là ont des caractéristiques bien précises et ces différentes caractéristiques-là nous aident donc à pouvoir prendre des décisions par rapport au type de sol parce que la caractéristique de ces sols-là oriente même les cultures qu'on va mettre en place. Ça oriente et ça impacte même. C'est ce que je disais ici, là, par exemple, les caractéristiques des sols de pH entre 6 et 6,5. Qu'est-ce que ça fait? Parfois, donc, on a les sols rouges, jaunâtres et bruns. Ça permet qu'il y a certains éléments qui ne sont pas, qui sont facilement lessivés par ces différents sols-là. Il y a même une, voilà, c'est celle-ci, c'est ce que je cherchais. C'est cette image que je cherchais, vous ai montré. Par exemple, vous allez voir les sols acides ici. Vous allez voir azote, quand c'est neutre, azote, phosphore, potassium, ça va, potassium, fer. Ces nutriments sont bien absorbés par les racines. Par contre, lorsqu'on est sur les sols acides, ça a du mal à absorber le calcium, le phosphore et même la matière organique, donc on pourra corriger. Alors que lorsqu'on est sur les sols basiques, ça aura du mal à absorber du fer, ça aura du mal à absorber du zinc, absorber du manganèse. Donc ça a véritablement un impact sur les, le choix des différentes cultures. Ça impacte beaucoup plus sur la mise en place, mais on peut corriger sur le processus que dans cette présentation, ici là, plus en bas, je vous ai dit comment est-ce qu'on peut pouvoir faire maintenant pour pouvoir corriger en fonction des types de sol que l'on a. Est-ce que c'est compris, monsieur Ezosé? Merci, vraiment, Mhm. merci. D'accord. Madame Senabou, vous avez la parole. Merci, merci, monsieur Fini. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'accord. Peut-être la deuxième question, j'avais deux questions, mais comme vous avez dit par rapport à collectif, donc je laisse la deuxième question. Mais la première question, c'était de savoir, maintenant qu'on a fait la méthodologie pour pouvoir faire un test de pH, Mhm. est-ce qu'on peut, par exemple, partir de ce test de pH-là, Mhm. observer les plantes qui sont sur la vie et pouvoir dire que telle plante est indicatrice de pH. Oui. Par exemple, une surface planante, je viens faire le test de pH Mhm. et je regarde les plantes qui sont là-bas Mhm. pour dire que cette plante est indicatrice. Est-ce que c'est possible de faire ce raisonnement? Oui, déjà, par rapport à votre question, comme je l'ai dit, si vous vous rappelez, en début de ce webinaire, j'ai dit ici là que ce webinaire est une suite de ce qu'on a fait la semaine passée, je te rappelle. Et la semaine passée, j'ai eu à dire que il faut faire ce qu'on appelle les analyses croisées. La première des choses, c'est que sur ce sol, tu vas faire tu vas faire le test de pH au vinaigre, tu vas faire le test de pH au bicarbonate, et maintenant tu vas utiliser les plantes indicatrices pour pouvoir croiser. C'est lorsque tu as fait ces trois croisements, de ces trois observations avec les plantes indicatrices, et tu as fait donc ces deux autres croisements-là, en ce moment-là, maintenant, tu pourras véritablement dire que, OK, ici, là, mon sol est basique, ici, là, mon sol est neutre, ici, là, mon sol est acide. Parce qu'on va faire donc le croisement, on va faire le truc croisé. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai organisé ce deuxième webinaire. L'objectif pour moi, c'était de vous montrer que oui, c'est bien possible de pouvoir faire ces différents trois tests-là et observer. Surtout qu'à partir de ces plantes indicatrices-là, j'ai donné
les cultures qui s'adaptent et puis j'ai donné aussi les corrections qu'il faut faire une fois qu'on connaît. Donc, les plantes indicatrices est un, il faudra donc associer, et c'est pour ça que même au début de ce webinaire, ici là, j'ai encore précisé ça ici là, que ici là, toujours croiser l'observation des plantes avec le test au vinaigre, le test au bicarbonate. Il y a l'observation des racines et du sol. Mais bon, l'observation des racines et du sol, c'est une technique, mais elle est un peu beaucoup plus complexe. Mais avec le test au vinaigre, le test au carbone et puis le test à l'observation des plantes indicatrices, on a une bonne marge pour pouvoir bien définir le pH de notre sol. D'accord. Voilà, donc, Merci beaucoup. oui. Quelqu'un d'autre a une question à poser? Monsieur Forum, vous avez dit, monsieur, ok, bien, oui, monsieur Forum, vous avez posé la question, je suppose sûrement vous avez un problème de micro. Monsieur Forum pose la question de savoir, est-ce qu'il est possible de corriger le pH de tout type de sol à partir du bokashi africain? Si oui, quels sont les éléments indispensables? J'ai, j'ai effectivement dans la présentation expliqué ça et je vais revenir sur cela ici. Ici, j'ai dit oui, on peut corriger. J'ai montré comment est-ce qu'on peut corriger les pH du sol en fonction des trucs. L'une des premières des choses, voilà. Lorsque j'ai parlé, par exemple, au niveau voilà, des sols acides, si on a un pH d'un sol acide, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un sol acide, on a un blocage du phosphore, on a un blocage, on a une toxicité. En fait, on a une toxicité, on peut avoir beaucoup d'aluminium et de fer. Monsieur B. Iré, s'il vous plaît, arrêtez votre micro, vous voulez rejoindre le webinaire. Merci. OK. Comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, on a un pH du sol qui est, euh, qui est un excès d'acidité, donc on a donc un blocage en phosphore, une toxicité, on a beaucoup d'aluminium et de fer. Et les sols qui, généralement, les sols riches les sols acides sont pauvres en base, comme quoi le calcium, le magnésium. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger? On peut corriger ce pH du sol. Je l'ai expliqué ici là en disant que lorsque vous avez fabriqué votre bokashi, il faudrait que votre bokashi soit riche en cendres pour compenser quoi? Le phosphore, pour l'apport en potassium et en calcium. Il faudrait que votre bokashi soit riche en coquilles d'escargot ou des huîtres broyées, que ce soit riche en poudre d'os calcinée, que ce soit riche en dolomie naturelle s'il y en a, parce que le dolomie est riche en calcium et en magnésium. Or, les sols acides sont riches en calcium et magnésium. Et puis maintenant, si c'est que vous pouvez aussi mettre donc du biochar, c'est-à-dire du charbon végétal, qui est un tampon pour le pH. Ça retient donc le pH et ça stabilise donc le carbone. Ce qui fait ce que c'est avec ces différents éléments que c'est possible de pouvoir corriger le pH d'un sol à partir de l'engrais biologique que vous allez fabriquer en apportant ces différents éléments, même les marques de café. Vous pouvez aussi apporter pour corriger donc l'apport en phosphore et avec les autres pratiques culturelles comme le paillage permanent pour pouvoir couvrir avec du compost mûr non acide et une rotation avec les légumineuses arachides, niébé. Et aussi, lorsque le sol est acide, vous devez éviter les engrais riches en engrais azotés. Évitez d'apporter des trucs comme l'urée. Parce que quand il y a le sol acide, même quand on fait le chimique, ils apportent l'urée. Or, quand ils apportent l'urée, l'urée est riche en azote. Donc, on doit éviter d'apporter les excès d'engrais riches en azote. Et du coup, comme je l'ai dit, il faut éviter de, par exemple, venir verser la cendre d'un coup. Non, c'est pas comment ça se passe. Mélanger cela avec donc du bokashi, de la matière organique. On peut pouvoir corriger donc pour les sols euh, basiques, pour les sols acides. Et généralement, pour les sols neutres, l'idée ici, c'est de pouvoir composter mieux de manière régulière. Les sols neutres, non pas les problèmes, on va seulement juste maintenir cela. Mais maintenant, pour les sols basiques ou alcalins, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que au niveau des sols alcalins, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la fertilisation? Qu'on va faire, c'est quoi? C'est que il faudra apporter beaucoup de compost végétal frais. Pourquoi? Parce que ces compost à base des plantes fraîches
ont une acidité. Ça va rendre donc le sol acide. Et comme le sol est basique, l'acidité plus la basicité va tendre vers le neutre. Et ça, c'est une bonne chose. Le fumier bien décomposé, qui est aussi bien. Les feuilles de légumineuses, donc moringa, acacia, qu'on va introduire dans ces différentes feuilles. Les feuilles de titonia, on va mettre beaucoup donc de feuilles de titonia dans ce qu'on est en train de pouvoir faire pour permettre à ce que on puisse véritablement apporter donc les corriger. Ça va permettre de pouvoir donc corriger ces différents trucs. Et puis on peut aussi apporter de la soufre. Si on a la soufre agricole naturelle, bien sûr, on peut aussi apporter ça dans notre engrais et ça va permettre à ce qu'on puisse donc acidifier lentement le sol. Et un sol qui s'acidifie lentement, ça permet donc de pouvoir corriger cela. C'est pour cela qu'il y a les paillages épais, les cultures tolérantes au départ et puis l'apport fractionné en petites doses. Bon, et ce qu'il faut éviter, par exemple, au niveau des sols basiques, l'apport de la chaux, l'apport de la cendre. La cendre est nocive pour les sols basiques et travailler aussi trop de sol, ça aussi, ça permet à ce que le sol qui sont beaucoup plus basiques, ça n'aime pas beaucoup les sols lorsque c'est beaucoup plus travaillé. Ok, d'accord, monsieur Foro, moi, est satisfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, c'est au niveau des questions? Voilà, monsieur Emmanuel Kamano, vous avez levé la main, je vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question à poser par rapport aux différentes plantes. Parce Oui. que quand nous avons les différentes herbes que vous avez montrées là, Mhm. là-bas, on peut dire, n'est-ce pas, que le sol est acide, le Mhm. sol est basique. Ouais. On peut trouver ces différentes plantes-là dans le même milieu. Dans le même milieu. Donc, comment on peut, n'est-ce pas, distinguer le pH là pour savoir que le sol là est basique? C'était moi ma question. D'accord. Monsieur Emmanuel, c'est votre premier webinaire ici? Oui, 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 D'accord, ok. effectivement. C'est Oui, ma première fois. d'accord. Vous nous écoutez depuis quelle ville? C'est depuis la Guinée-Conakry et Guinée-Conakry. actuellement ici, je suis au Canada. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'un des groupes WhatsApp, dans l'un de nos groupes WhatsApp, vous êtes dedans? Bon, j'ai reçu ça ce soir-là, puis j'ai pu joindre ça. J'ai reçu ça, ça coïncide directement avec vous. D'accord. Ok, je le dis parce qu'il faudra, mais vous prenez le numéro plus 225 07 67 22 40 12. Je vais vous introduire dans l'un des groupes WhatsApp. Au fait, ce webinaire, comme vous avez vu là, c'est une continuité. La semaine passée, j'ai eu à faire un premier webinaire. Et ce premier webinaire, il était question pour moi, parce que cette technique de plantes indicatrices là, c'est une des trois techniques. La semaine passée, et je vous demande de m'écrire pour que je vous introduise dans le groupe et vous allez voir même le replay, l'enregistrement de ce que j'ai eu à faire ici. Là, comme vous voyez en image là, oui, on a eu à faire un premier test, le test au vinaigre. Voilà. Il y a eu le test au vinaigre, il y a eu le test au bicarbonate. Le test au vinaigre, comme le vinaigre est acide, on voulait voir avec le test au vinaigre, on a utilisé le test au vinaigre pour pouvoir vérifier si un sol est basique. Et on a utilisé le test de bicarbonate pour pouvoir vérifier si un sol est acide. Parce que si le sol est acide, vous utilisez le vinaigre, il n'y aura rien. Mais si le sol est basique et vous utilisez le vinaigre, il y aura une réaction. Et vice-versa. Si le sol est acide, vous utilisez le test de bicarbonate avec la terre, vous aurez une réaction. Et si c'est que c'est basique, il n'y aura aucune réaction. Et le test de vinaigre et le test de bicarbonate, ça permettait de savoir si le sol est acide, basique ou neutre. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, les plantes indicatrices venaient comme troisième apport. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque vous allez venir, par exemple, dans un champ et vous allez observer beaucoup de fougères, la fougère indique généralement l'acidité du sol. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on peut avoir des plantations où on a les palmiers à huile. Et ces palmiers à huile-là, on retrouve la fougère. Et pourtant, ces sols-là ne sont même pas acides. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais maintenant, c'est en croisant le test au carbone, plus le test au bicarbonate, plus l'observation donc de ces différentes plantes indicatrices-là, qu'on arrive donc à pouvoir obtenir donc on a donc une idée
Ce que c'est que c'est une idée du pH du sol. Est-ce que vous comprenez? Oui, Donc, les plantes indicatrices ne sont qu'un indicateur. C'est pour cela que vous m'écrivez dans le groupe, je vais vous introduire dans le groupe WhatsApp. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans les différents groupes, là, écrivez-moi pareillement au même numéro là. Là, je vais vous introduire dans le groupe. Et puis, vous allez voir la première vidéo qu'on a eu à réaliser. La première vidéo, ça c'est le numéro 8, le plus d'accord. 225 07 67 22 40 12. Vous allez donc voir la première vidéo qui tient suite. Parce que la semaine passée, il n'a pas voulu que le webinaire soit très long. Parce qu'il voulait prendre le temps pour expliquer l'autre partie. D'accord, d'accord, il n'y a pas de Mhm. problème. Comme ça, D'accord. là, après la réunion, je vais vous joindre sur le Ah, ok, d'accord, oui. Monsieur Emmanuel, Monsieur Forum me dit que vous êtes déjà dans le groupe. Donc, ça veut dire qu'il vous connaît effectivement. Donc, il faudra seulement juste prêter attention. Donc, il n'y a pas de souci. Monsieur Forum confirme déjà cela, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, c'était une suite, une continuité de ce qu'il y a. Oui, voilà. Ok. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est le moment pour vous, pour les 40, plus de quarantaine de personnes qui sont connectées là, posez la question, hein, parce que c'est ça qui fait la différence entre vous qui êtes là et ceux qui ne sont pas là. Et bon, ça veut aussi dire que, ok, monsieur Maurice, vous avez levé la main. Monsieur Maurice, monsieur Maurice, si vous avez levé la main, vous avez la parole. Sûrement le réseau dérange chez monsieur Maurice. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes, peut-être en attendant que monsieur Maurice? Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions? Oui, monsieur Foromo. Monsieur Foromo, vous avez levé la main. Sûrement, ça doit être le problème de réseau. Ok. Donc, s'il n'y a plus de problème. Oui, je suis, Ok, d'accord, allez chez je suis Foromo. là. Oui, Monsieur Fabrice, bonsoir et je bonsoir. tiens à bonsoir à tous les membres de ce webinaire, à tous les participants. J'appelle depuis Conakry et je suis très heureux de participer ce soir à ce webinaire. Malheureusement, je n'avais pas suivi la semaine dernière, mais je crois que la partie de votre explication ce soir a une large idée de cette histoire de DH. Et pour m'enchérir de ma question de tout à l'heure, je la posais dans un contexte où je n'avais pas eu le temps de faire les différentes observations concernant les mauvaises herbes, les dominantes sur le parcelle, et de proposer d'apporter de l'engrais de bokashi, comme je l'ai dit. Mhm. Est-ce que dans ce vous appliquez ce bokashi, ce bout de terrain sans au préalable faire ces remarques que vous avez enseignées ce soir? Est-ce que dans ce cas, le sol peut si on peut appeler ça, s'auto-traiter, c'est-à-dire un sol acide, si vous tombez sur un sol acide par exemple, est-ce que dans votre bokashi, lui, il peut prendre les éléments dont il a besoin et pas absorber les autres éléments pour que le pH soit équilibré et vice-versa pour les autres types de sols, c'est-à-dire les sols acides, les sols. Est-ce que cela est possible? Ok, d'accord. Oui, au fait, oui. D'accord, merci pour votre question. Comme je l'ai expliqué, je vais prendre un exemple. Si vous aviez un sol basique et que vous fabriquez votre engrais biologique Bokashi, et dans votre engrais biologique Bokashi, vous mettez beaucoup de cendres. En réalité, ça va apporter un excès de potassium dans votre sol et un excès encore de calcium. Oui. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les sols qui sont
en majorité basiques sont riches en cendres, sont riches en potasse, sont riches en calcium. Ce qui fait c'est que dans votre bokashi, s'il y a beaucoup donc de cendres, ça va augmenter de la cendre sur la cendre. Par contre, si vous avez un sol acide et dans ce sol acide, parce qu'il y a certaines personnes qui, dans ce sol acide, vous apportez par exemple de basique et vous apportez encore de la chaux. Est-ce que vous voyez un peu? Cette chaux va encore rendre encore votre sol encore plus basique. Alors que si on a un sol acide, la chaux a tendance à pouvoir corriger. Le, le, la cendre dans un sol acide va faire tendre le pH donc, de ce sol au niveau donc de 6 ou 7. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que chaque fois, je vous explique que lorsqu'on veut mettre les différentes cultures, quand vous fabriquez l'engrais, le meilleur engrais qu'on peut fabriquer, c'est ce que vous avez fabriqué. Pourquoi? Parce que si dans votre engrais, vous apportez donc votre bokashi qui est riche en éléments et comme la plante prend la terre qui est riche en ces différents éléments, ça va même corriger le pH. Parce que si vous apportez donc le bokashi sur un sol acide et dans votre bokashi, vous allez apporter beaucoup de la matière organique et ces différents éléments-là, ça va corriger et ça va largement impacter sur les racines de ces cultures que vous avez mis en place qui va donc corriger cela. Parce que comme je l'ai dit, lorsqu'on fait une fertilisation biologique, c'est le sol qu'on enrichit pour qu'en retour, ça puisse faire. Et si vous avez beaucoup, la matière organique a tendance à pouvoir équilibrer le pH. Les éléments riches en matière organique ont beaucoup tendance. Et si vous vous rappelez, lorsque je faisais les fabrications de différents engrais biologiques, j'expliquais toujours que maximiser l'apport d'éléments riches en matière organique parce que ça va permettre de créer tout cet équilibre-là. Plus il y a la matière organique, plus ça sert donc de tampon et plus ça corrige donc ce qu'il faut pour ces différentes cultures. Donc vous voyez que dans ces trucs-là, oui, il y a des corrections qui sont faites beaucoup plus au niveau des sols riches en matière organique qui puissent corriger cela. Et quand je dis corriger, c'est quoi? C'est que il faudra aussi savoir qu'il y a certains sols que lorsque vous allez faire pour certaines cultures, la correction est beaucoup plus observée, visible et tangible au niveau des cultures à cycle court et moyen. Mais pour les cultures à cycle long, c'est vraiment pas évident parce que c'est autre chose. Mais pour les cultures à cycle court et moyen, la correction de ces différents éléments, ces matières organiques-là, joue véritablement et impacte véritablement ce qu'on est en train de... Ça influence vraiment. Ok, ok. Monsieur Maurice, vous avez levé la main. Si c'est le cas, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole donnée. J'espère que vous m'écoutez là maintenant. Très bien, on vous écoute très bien. Bonsoir et merci pour déjà la thématique du jour. Je crois que ce serait une bonne manière de partager les expériences avec les autres. Et je crois qu'on a plein de soucis avec nos sols. Nous, on a eu l'habitude d'utiliser des engrais chimiques qui ont eu un impact néfaste dans le sol. Le plus important pour nous, j'apporte juste en passant comme ça une petite expérience. Et c'est beaucoup plus de l'enrichir. Oui. Déjà hier, vous avez la première séance, vous avez essayé déjà de permettre aux uns aux autres qui n'ont pas des ressources nécessaires pour pouvoir s'acheter un pH mètre, d'utiliser ce qu'on a sous la main pour pouvoir le faire. Et maintenant, l'enregistrement, nous avons suffisamment de plantes parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que les gens n'utilisent pas le maximum possible tout ce que l'environnement nous a. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je suis un peu intéressé, ma question beaucoup plus c'est sur la mécanique de l'agriculture biologique que vous êtes en train de développer. Je ne sais pas si quand vous avez pu dispatcher les uns et les autres dans les différents groupes, il faut pouvoir les amener déjà sur la base comme la campagne est déjà proche. Oui. Avoir des petits parcelles de témoins sur lesquels on pourra, je ne sais pas si c'est faisable, au niveau des participants que nous sommes, déjà d'expérimenter quelques petits éléments sur les éléments importants de nos sols dans la Russie en fonction des spéculations qu'on veut faire. Comme vous l'avez expliqué tantôt, sur la base des spéculations, vous savez quel type d'amendement vous allez apporter à votre sol.
lorsque vous avez été à faire une étude du sol, Oui. vous l'avez analysé. Maintenant, il est question pour lui maintenant de regarder est-ce qu'il est possible que d'ici à là, qu'on ait au moins une petite fiche technique qui nous permet de dire ok, quand vous faites telle spéculation, voilà les caractéristiques qui permettront de- d'augmenter le rendement. Oui. À ce moment, Mm. chacun de nous pourra se mettre à l'œuvre là-bas, sur la base de cette petite fiche technique pour dire ok, comme je produis tel type de spéculation, voilà ses caractéristiques. Je ne sais pas si vous pouvez disposer du temps déjà pour nous aider à monter des petites fiches techniques en fonction des spéculations que les uns et les autres vont mettre en place pour la D'accord. prochaine campagne. Comme ça, je pense, de ma manière, que ça va beaucoup plus être nous aider et puis l'accompagnement sera aussi intéressant. C'est la D'accord. base des difficultés que les uns et les autres pourront avoir D'accord. dans le processus. Ok, vous pouvez reformuler encore pour que je puisse noter. Je disais ceci, est-ce Oui. qu'il serait possible pour nous, Oui. chacun, Oui. en fonction des spéculations qu'il va choisir, D'accord. donc vous accompagnez déjà quelques personnes là, Oui. un accompagnement rapproché. Oui. Maintenant, sur la typologie de leur sol, Ouais. sur la base de ce que vous avez expliqué lors du dernier webinaire sur l'analyse de son sol, Oui. maintenant la spéculation qu'on veut produire, voilà les caractéristiques pour une bonne productivité. Oui. Cette spéculation a besoin de X ou Y amendement pour son sol pour augmenter son rendement. Tout à Là, fait. ça pourra peut-être aider le maximum possible. Oui. Mais D'accord. nous autres qui faisons dans l'agriculture, maintenant l'agriculture bio. D'accord. Maintenant, à côté de ça, maintenant, développer toutes les stratégies en lien avec l'agroécologie. Parce que Tout le à fait. changement climatique, Tout ça à nous fait. aussi. Tout à fait. Ok, d'accord, c'est noté. Ok, Merci beaucoup. merci beaucoup. D'accord, merci. Merci pour cette contribution. Et puis, ok, j'ai pris note et puis je pense que j'irai dans ce sens. Et merci aussi pour ces recommandations et conseils. Mhm. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question aussi? Ok. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Je vais donc arrêter le webinaire. Je vais mettre fin au webinaire. Et puis, d'ici, soit ce soir ou demain matin, vous allez recevoir euh, les, les présentations. Il y aura deux présentations. Une présentation PowerPoint, c'est de ce que j'ai fait, et puis un mini guide que je vais mettre aussi à, à votre disposition. Et à côté de ça aussi, l'enregistrement que j'ai eu à faire. Comme vous pouvez le voir ici, on a 1 minute 32 de ce webinaire. Dans WebView, vous allez recevoir dans cet enregistrement. Et ok, si c'est le cas, on va donc se dire bonne nuit à vous et à chacun. Et si peut-être Dieu, on se retrouve donc demain pour la suite. Bonne nuit à chacun de vous et à nous tous. Merci, pareillement. Ok.